C'était une promesse de Donald Trump durant sa campagne présidentielle. L'attitude des États-Unis envers l'Iran retournerait à l'intransigeance des années pré-Obama. Donc le devenir de l'accord 5+1 sur le nucléaire a été un véritable sujet d'anxiété pour la communauté dite internationale, car il représentait l'un des accomplissements diplomatiques les plus aboutis de ces 20 dernières années. Nous allons donc essayer dans cette vidéo de décrypter comment Washington a réopéré cette bascule et quels ont été ses angles d'attaque contre la République islamique. Dans quel contexte géopolitique régional le durcissement s'est-il opéré? Alors tout d'abord, il faut signaler que ce raidissement précède l'entrée en fonction de Trump et vient du Congrès. Quand le 1er décembre 2016, le Sénat américain décide à l'unanimité de prolonger de 10 ans l'Iran Sanctions Act, qui était une des mesures législatives symboliques de la politique de double endiguement qui avait été mise en place sous les mandats de Bill Clinton. Et avait fait d'ailleurs à l'époque capoter un accord signé par la compagnie pétrolière américaine Conoco avec Téhéran. Hassan Rouhani avait alors déclaré que les États-Unis étaient la seule puissance ennemie signataire de l'accord 5+1 au moment de la prolongation de l'Iran Sanctions Act. Donc durant le premier semestre 2017, la Maison-Blanche a préparé son offensive diplomatique que l'on peut déceler à travers certains mouvements ou certaines attitudes. Donc je vais en citer quelques-unes. Première, la frappe de missiles Tomahawk mi-avril 2017 sur la base aérienne syrienne de Shayrat peut être interprétée comme un signal d'avertissement à l'Iran. Deuxième point, l'administration américaine a joué les conservateurs néo-khomeïnistes contre le gouvernement Rouhani lors de l'élection présidentielle iranienne du 19 mai 2017. La victoire des conservateurs aurait certainement aidé à coaliser les puissances occidentales contre Téhéran, et donc la réélection de Rouhani est un revers pour Washington. Le jour de la réélection d'Hassan Rouhani, Trump se rend en grande pompe à Riyad. On se souvient tous de la danse des sabres avec Tiyerson et le roi Salman. Donc dans son discours devant le dirigeant des pétromonarchies du Golfe et des principaux pays arabes sunnites, Trump désigne l'Iran comme la principale menace pour la stabilité du Moyen-Orient et le sponsor numéro 1 du terrorisme à travers le monde. Son gendre Jared Kushner s'impose alors comme le médiateur du rapprochement entre les pays arabes et Israël, une convergence d'intérêts qui s'était déjà manifestée sur les dossiers syriens et yéménites à partir de 2015. Début juin 2017, Michael D'Andrea est nommé au bureau Iran de la CIA. Donc c'est un analyste et un agent, un faucon très proche des analyses israéliennes et saoudiennes sur l'Iran. Et il aura pour mission d'intensifier les opérations de déstabilisation à la fois à l'intérieur du pays et dans le domaine cyber. Quasi simultanément, le 7 juin, Daesh frappe Téhéran via un double attentat au mausolée de l'ayatollah Khomeini. Et les États-Unis choisissent de ne pas commenter cet acte, compliquant quelque peu leur discours sur la lutte contre le terrorisme, quel qu'il soit. Le 15 juin 2017, le Sénat américain adopte le Countering Iran Destabilizing Activities Act, qui annonce le projet de refoulement de l'influence iranienne et l'escalade à venir. Donc cet acte redeviendra loi le 2 août 2017 via la signature de Donald Trump. Téhéran répond immédiatement le 18 juin, en tirant 6 missiles de courte portée à travers les espaces aériens irakiens et syriens sur les positions de Daesh à Deir ez-Zor, officiellement pour répondre au double attentat du début du mois, mais on peut l'interpréter d'une manière comme une réponse symbolique à la frappe américaine sur l'aérodrome syrien de Shayrat. Donc c'est la première action de ce type menée par la République islamique depuis 1988 et la fin de la guerre Iran-Irak. Donc depuis l'été 2017, nous assistons à un durcissement crescendo et plus articulé, à la fois rhétorique et diplomatique, de la position américaine vis-à-vis de l'Iran, dans le cadre d'une initiative régionale de réassurance de ses partenaires traditionnels israéliens et saoudiens. Y a-t-il une stratégie cohérente derrière la position unilatérale de Trump sur l'accord 5+1? Alors, en premier lieu, il faut noter que la Maison-Blanche a privilégié dès 2017 la renégociation. Trump n'a pas choisi d'intégrer des individus comme John Bolton ou Elliott Abrams dans son administration, que ce soit au Conseil national de sécurité ou au département d'État, alors que ces deux individus avaient des plans déjà établis pour la sortie unilatérale de l'accord de Vienne. Trump a opté pour une stratégie de la tension que lui permettait l'INAR Act. Donc, pour se rappeler, l'INAR Act, c'est la loi Corker de 2015 qui impose au président américain de certifier auprès du Congrès tous les 90 jours que l'Iran est en conformité avec l'accord. Donc, alors que la IEA certifie régulièrement que Téhéran respectait ses engagements sur le programme nucléaire, l'administration américaine a pris pour angle d'attaque les activités balistiques iraniennes, arguant qu'elles sont en violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 20 juillet 2015.
Cette résolution entérinait le dit accord. L'Iran violerait ainsi l'esprit autant que la lettre de l'accord 5+1. Donc depuis juillet 2015 et la signature de l'accord, Téhéran a effectivement effectué plusieurs tirs de missiles. Donc une petite chronologie. Le 10 octobre 2015, le tir d'un missile EMAD de portée intermédiaire. Le 11 octobre 2015, le tir d'un missile Rader de portée intermédiaire également. Le 8-9 mars 2016, des tirs cette fois-ci de missiles de courte portée Qiyam et Shahab 2. Et enfin, pour l'année 2017, le 29 janvier et le 24 septembre, 2 tirs de missiles Khorramshahr de portée intermédiaire. Donc en août 2017, après l'annonce de nouvelles sanctions américaines qui avaient été signées, comme je l'ai dit précédemment, le 2 août 2017 par Donald Trump, le Parlement iranien a accordé une enveloppe de 520 millions de dollars au développement du programme balistique et aux activités extérieures du Conseil des gardiens de la Révolution islamique. Ali Akbar Salehi, qui est toujours d'ailleurs directeur de l'Agence iranienne pour l'énergie atomique et l'un des grands artisans avec son homologue américain Ernest Moniz de l'accord de Vienne, a déclaré que Téhéran serait prêt à reprendre l'enrichissement de son uranium-235 pour atteindre un chiffre de 20% en 5 jours. Donc avant l'arrivée de Trump, les chancelleries occidentales décrivaient ces tirs comme déstabilisants ou provocateurs, mais ne fournissaient pas de raison légale à leur interdiction. Cela a changé début février 2017, lorsque le conseiller à la sécurité nationale de l'époque, Michael Flynn, a avancé que ces tirs étaient en violation de la résolution 2231. Donc cet argument légal, avancé également par certains experts français depuis l'automne dernier, doit être revu en détail. Donc le paragraphe 3 de l'annexe B de la résolution 2231 invite, donc dans le texte « to call upon », l'Iran à ne pas mener d'activité balistique avec des vecteurs capables de transporter une charge nucléaire. Donc cette fin de phrase est très importante. De plus, les paragraphes 7A et 8 de cette même résolution indiquent que les provisions interdisant toute activité balistique des résolutions 1696 de juillet 2006, 1737 de décembre 2006, 1747 de mars 2007, 1803 de mars 2008, 1929 de juin 2010 et 2224 de juin 2015, toutes les provisions de ces résolutions ne sont plus effectives. Dans le texte, shall be terminated. Donc les activités balistiques iraniennes à ce jour ne contreviennent pas légalement à la résolution 2231 et ne constituent pas un problème relevant du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc les capitales européennes, qui étaient réticentes à appuyer sur ce point au moment de la double certification par Trump en avril et en juillet 2017, ont commencé à reprendre ce point à l'automne, de crainte que Trump, après sa première décertification du 13 octobre, ne décide de se retirer définitivement. Et lorsque les Américains ont avancé que les missiles tirés par les Houthis du Yémen, depuis le Yémen sur l'Arabie Saoudite, étaient d'origine iranienne, on a ainsi vu le président Macron dire que la question du programme balistique iranien devait être abordée, déclaration qui s'attirant d'ailleurs les foudres du conseiller du guide Ali Khamenei, qui est Ali Akbar Velayati, et le ministre Jean-Yves Le Drian, lors d'une conférence de presse avec son homologue saoudien Adel Joubeir, a parlé, lui, de tentation hégémonique iranienne sur la région. Donc nous voyons bien en fait que la question des relations américano-iraniennes va au-delà de l'enrichissement sur le territoire national et du contrôle du programme nucléaire civil. Henry Kissinger lui-même a accusé l'Iran, après la signature de l'accord de Vienne, de vouloir restaurer l'empire chiite safavide sur la région. Alors, quels sont les axes de cette politique tous contre l'Iran de Donald Trump ? Alors, le 13 octobre 2017, simultanément à sa première décertification, Donald Trump énonce une nouvelle stratégie contre l'Iran, parallèlement à de nouvelles sanctions contre le corps des gardiens de la Révolution islamique. Donc Téhéran est ainsi accusé d'être le principal sponsor du terrorisme en alimentant des groupes comme le Hezbollah libanais et Ansar Allah au Yémen, de créer aussi un corridor terrestre déstabilisateur vers la Méditerranée orientale et de menacer directement les frontières d'Israël et de la Jordanie. Et troisième point, vouloir créer des troubles internes au sein des pétromonarchies du Golfe, donc Arabie Saoudite tout particulièrement. Donc les efforts de l'administration Trump pour réantagoniser l'Iran et l'Irak du Premier ministre Haïdar al-Abadi ont pour l'instant échoué. La visite de Moqtada al-Sadr, qui est le chef de la puissante milice chiite Sayar al-Salam, auprès du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman fin juillet 2017 n'a pas produit les résultats escomptés. Les unités de mobilisation populaire, les Hashd al-Sha'abi, n'ont pas été démantelées par le gouvernement.
Et les Kurdes irakiens se sont isolés via leur référendum unilatéral d'indépendance, tout en perdant la ville stratégique de Kirkouk. Donc, deuxième point, la manipulation du renseignement sur le sponsorship du terrorisme international a repris sous l'égide conjointe de la CIA et du think tank néoconservateur, la Fondation pour la défense et la démocratie. Donc, le congrès de la FDD du 19 octobre, réunissant le conseiller à la sécurité nationale Herbert McMaster et le directeur de la CIA Mike Pompeo, a été un sommet de rhétorique anti-iranienne. Il fut suivi par la publication le 1er novembre de dizaines de documents prétendument récoltés lors du raid contre Oussama Ben Laden en 2011 au Pakistan et retravaillés par la CIA. Donc ces documents avancent que l'Iran était et demeure le principal soutien d'Al-Qaïda. Donc on assiste là à la même manœuvre qui avait été tentée par le Bureau des plans spéciaux du Pentagone en 2002-2003, avant le déclenchement de la guerre contre l'Irak par George W. Bush. Manipulation du renseignement. Donc le 13 janvier 2018, Trump a une nouvelle fois décertifié sans sortir, posant un ultimatum de 120 jours aux 5 puissances signataires de l'accord de Vienne, et au Congrès américain pour adopter de nouvelles sanctions contre l'Iran et modifier le texte. Donc, concernant le Congrès, 2 textes relatifs au programme balistique iranien et aux sources de financement du Hezbollah sont passés à la Chambre des représentants en octobre dernier sous l'impulsion du congressman républicain Ed Royce. Et un autre texte est passé en décembre, lui, sur le contrôle des avoirs des dignitaires du régime. Donc il se peut qu'une loi cadre anti-iranienne soit adoptée au Congrès américain d'ici ce printemps. L'objectif premier étant de pousser les durs et les conservateurs à Téhéran à sortir d'eux-mêmes de l'accord 5+1. Donc même Hassan Rouhani avait évoqué cette possibilité en août 2017 avec une certaine anxiété. D'ici là, la pas si nouvelle stratégie américaine, c'est-à-dire unification des pays arabes plus rapprochement de ces mêmes pays avec Israël, n'a pas produit les résultats escomptés et ne réussira sans doute pas à obtenir l'adhésion de la Chine et de la Russie qui de leur côté renforcent leurs relations avec la République islamique. Quant à la France et aux puissances européennes, elles s'en cantonnent uniquement à un sous-équilibrage de la position américaine.